bienvenue dans votre deuxième nouveau rendez-vous d'Inprime, puisque nous nous sommes enrichis encore d'un nouveau chroniqueur, puisqu'en notre compagnie aujourd'hui, c'est Michel Halal-Volterra qui rejoint l'équipe. Bonjour. Bonjour. Et on propose donc une nouvelle émission pour découvrir une personnalité à travers des grandes thématiques. Et cette personnalité aujourd'hui qui est sur le grill, c'est Dominique Memmi. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes écrivain. Oui. Et on va parler un petit peu de votre actu, bien sûr, mais aussi d'événements majeurs, de votre vision de l'avenir, de culture, de passion, enfin un vaste programme. Et je vais laisser d'abord la parole à Michel pour la première question sur le grill de cette semaine. Alors Dominique, la petite fille qui est née à Corté Oui. a eu une vie jusqu'à aujourd'hui assez riche. Quels ont été les moments les plus importants de cette vie ? Les moments fondateurs, peut-être. Les moments les plus importants, je crois que déjà c'est l'enfance à Corté, l'enfance auprès d'une famille, j'ai envie de dire paysanne, puisque mon père était berger, issu d'une famille de bergers, mon grand-père. Et je crois que déjà... Cet enfant, cette relation un peu à la terre et au monde, ça fonde une personnalité. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'âge adulte, je crois que j'ai toujours en moi ces fondations terriennes, voilà, qui font que je ne perds pas la tête, voilà, quoi que je fasse. Mais il y a aussi une envie... qui transpire un petit peu aussi dans vos œuvres, une envie d'ailleurs de grands horizons aussi, et ça c'est lié aussi à une histoire familiale. Et oui, effectivement, il y a aussi cette idée de s'extraire de la citadelle. Comme je l'avais écrit dans le premier roman, j'avais l'impression, en tout cas enfant, que cette citadelle, elle était autour de moi. C'était pas seulement une vision que je voyais de mon quartier, qui était dans le quartier moderne après de Corté, c'était une vision d'encerclement. Effectivement, très tôt, je voulais fuir cette citadelle. Et vous vous êtes envolée. Et je me suis envolée. D'abord pour mes études, ensuite au sens littéral du terme, puisque j'ai été un temps hôtesse de l'air. Enfin, un long temps, 18 ans. Mais c'est une expérience intéressante. C'est une belle expérience. Par exemple, vous avez des anecdotes là-dessus ? Oh oui, j'ai quelques anecdotes. Le début, j'ai été en stage à ce qui s'appelle Euralair, une compagnie aérienne qui n'existe plus. Quand je parle d'Euralair, d'ailleurs, les seules personnes qui s'en souviennent ont à peu près mon âge. Oui, le mien. Voilà, donc Michel, je pense que vous vous souvenez d'Euralair. Et les anecdotes, c'est par exemple une personne qui vous arrête pendant votre service en vol et qui vous dit « Excusez-moi, mademoiselle, l'avion s'est arrêté ». Vous êtes à 8000 mètres d'altitude, alors vous ne savez pas si la personne plaisante, si la personne vous charrie un peu, et là, vous lui dites « Comment, monsieur, je ne comprends pas, l'avion s'est arrêté ?» Ce n'est pas possible. Mais si, mademoiselle, regardez, à travers le hublot, les nuages ne bougent pas. L'avion s'est arrêté, mademoiselle. Et là, impossible de retenir mon fou rire avec mon collègue. Nous rions. Bon, là, le passager nous regarde. Bon, c'était pas très plaisant pour lui, mais il nous regardait assez incrédule en se disant oui, c'est ça. En fait, l'avion s'est arrêté. Vous ne voulez pas me le signifier. Et quelques minutes plus tard, il nous dit oui. Maintenant, il a repris. Je vois les nuages qui bougent. On a repris notre route. Voilà, ça c'est des petites choses comme ça qui sont drôles, assez incrédules, parce que vous ne savez pas si la personne plaisante, parce que souvent les passagers plaisantent à bord, et voilà. Voilà ce type d'anecdote, ou une personne qui ouvre une issue de secours au roulage parce qu'il fait trop chaud, c'est le mois d'août, et que c'est possible au roulage, sur un ATR 72, c'est possible. Voilà. Oui. Donc après, le départ est retardé d'autant. Voilà, des petites choses comme ça. Oui. Après, des moments beaucoup plus tragiques, quand vous vous rendez compte qu'un passager est en train de faire un malaise cardiaque notamment, et ce jour-là j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il se trouve qu'il y avait à bord un cardiologue, et donc on a pu faire une descente d'urgence et
et amener ce monsieur au plus tôt dans un centre hospitalier à Marseille. Il y a un côté un petit peu tranche de vie finalement qui peut aussi ou qui a peut-être pu contribuer à nourrir l'écrivain puisque c'est des rencontres avec des personnes de tout horizon. Hein. Le jeu de mots est un peu, est un peu hasardeux, mais je veux dire, ça permet finalement sur un temps très court de voir des personnalités puis qui vivent aussi des situations un petit peu cocasses parce qu'on le sait, l'avion ça peut être une source d'angoisse, de stress, etc. On lâche peut-être un peu plus aussi. Alors oui, il y a aussi de très belles rencontres, comme la fois où j'étais à Marseille avec l'équipage au restaurant de l'aéroport et j'écrivais déjà et je parle de littérature avec un pilote qui me dit alors où en es-tu de ce roman que tu es en train d'écrire. Et là derrière moi, quelqu'un me tape sur l'épaule, je me retourne et il se trouve que c'était la directrice des éditions de l'Aube qui venait d'obtenir le prix Nobel de littérature pour Gao Xiang. Et là, ils étaient tellement heureux, elle était en fait avec les traducteurs de Gao Xiang et elle me dit « Mademoiselle, si vous écrivez, je vous invite à venir assister à Lourmarin, à la remise, pas la remise du Nobel, mais en tout cas à la fête que nous allons organiser au sein des éditions de l'Aube. » Et voilà que j'ai été à Lourmarin pour assister à cette merveilleuse fête avec Gao Xiang. Voilà, ce sont des belles choses de la vie. Et comment vos origines corses se mélangent avec tous ces événements intéressants, surprenants? Comment mes origines corses? J'ai envie de dire que je ne réfléchis pas. Je ne réfléchis pas à mes origines corses. C'est une façon d'être. Le mélange se fait naturellement. J'ai une façon de vivre, j'ai une façon de penser qui fatalement a été nourrie par mon enfance, par je dirais, mon héritage familial et corse. Ce n'est pas quelque chose que je peux réfléchir. En fait, je crois que ce sont des choses qui se font naturellement. Merci beaucoup Dominique Même, merci beaucoup Michel. On se retrouve demain, évidemment. On va continuer à vous découvrir avec un autre regard. À demain, merci. Au revoir. Merci. Bonjour, bienvenue dans Imprima. Nous sommes mardi, nous sommes en compagnie de Michel Allal-Volterra. Bonjour Michel. Bonjour. Et en compagnie évidemment de Dominique Même. Bonjour. Bonjour. On va continuer avec vous cette découverte autrement. Et Michel, tu as une question à notre invité. Oui, alors donc on a vu votre jeunesse et puis un peu le début de vos carrières différentes. Et aujourd'hui, vous avez une actualité particulière? Alors aujourd'hui, il y a un ouvrage jeunesse qui se consacre au musée Fesch, qui est publié par les éditions Immortelles. Et donc, c'est une façon pour moi de faire découvrir aux enfants le musée Fesch à travers 17 tableaux du musée Fesch. En fait, cette idée de livre m'est venue lors d'un de mes ateliers d'écriture où j'ai accompagné des enfants au musée Fesch et je leur ai demandé d'écrire à partir de certaines natures mortes, d'écrire un texte qui devait raconter l'histoire de cette nature morte. Voilà. Soit ce qui allait se passer après l'image, soit ce qui s'était passé avant l'image. Et donc, à partir de cet atelier, j'ai imaginé un livre. C'est mon actualité. Voilà. Et en publication qui pour les enfants. Ensuite, pour les adultes... j'écris actuellement un livre, un guide pour les éditions Jonglaises. Alors justement, l'écriture pour les enfants, c'est quelque chose qui vous motive énormément. C'est une écriture différente. Ça demande évidemment un autre style. Quand on écrit pour les enfants, en fait, quelle est la motivation profonde? C'est pas la même motivation quand on écrit pour des adultes. C'est vrai, ce n'est pas du tout la même démarche, si ce n'est qu'il y a quand même une démarche d'écriture. On ne s'adresse pas plutôt aux mêmes personnes.
Les enfants, les adultes, écrire un roman, déjà, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail qui se fait sur 1 année, sur 2 années, s'il y a des recherches, si c'est un roman historique, voilà, tout dépend de l'ouvrage auquel on se consacre. Les enfants, c'est encore, je dirais que c'est un lectorat intransigeant qui va vite balayer votre ouvrage s'il n'adhère pas. Donc, il faut trouver, je dirais, les mots, le média, le rythme qui va les séduire. Et en même temps, pour ma part, je ne veux pas qu'il y ait seulement un rythme séduisant, une musique. Je veux aussi que les enfants, il y ait une découverte. En l'occurrence, pour le musée Fesch, c'était une manière de faire venir les enfants au musée Fesch. C'est-à-dire qu'on a un musée extraordinaire à Ajaccio. Et je trouve qu'il y a peu d'enfants qui s'y promènent. Voilà. Malgré les initiatives d'ailleurs qui existent. Oui. Justement, dans cet ouvrage, pour revenir, Michel, là, sur cet ouvrage pour les enfants, par rapport au musée Fesch, vous avez choisi d'avoir une démarche pédagogique, c'est-à-dire d'expliquer les tableaux avec un point de vue chronologique, historique, ou finalement de partir du ressenti, des sensations, des sens aussi, pour découvrir l'art. Oui, pas du tout. Ce n'est pas du tout un parcours pédagogique. Parce que aujourd'hui, en littérature jeunesse, ce n'est plus trop ce qui se fait, ou en tout cas, si ça se fait toujours de manière assez détournée et de toute façon ludique. C'est une comptine qui traverse 17 tableaux du musée Fesch pour découvrir une énigme dont je ne vous dévoilerai pas. Voilà, que je ne vous dévoilerai pas. Et donc, voilà, ces 17 tableaux choisis selon un angle bien particulier, à travers... C'est votre Da Vinci Code à vous. Voilà. Mais est-ce qu'on est obligé de se mettre au niveau des enfants, ou on traite de la même façon le lecteur enfant dans ses habitudes quotidiennes, ou comme un lecteur adulte? Non, moi je ne traite pas l'enfant comme un lecteur adulte, mais on ne traite pas non plus l'enfant, on n'infantilise pas l'enfant quand on écrit en littérature jeunesse. On n'essaie pas de se positionner au-dessus de l'enfant. C'est l'inverse qui se passe, c'est-à-dire qu'on se met dans la peau d'un enfant. Ce n'est pas la même chose. Oui, mais les enfants d'aujourd'hui sont beaucoup plus évolués que ceux d'il y a 50 ans ou 60 ans. Que moi, vous voulez dire? Oui, c'est vrai. Donc, il faut... Bon, moi, je suis entourée d'enfants, j'ai des neveux, donc, je discute. De toute façon, on ne peut pas... il me semble qu'on ne peut pas écrire pour les enfants en étant éloigné d'eux. Moi, par exemple, il y a des choses qui ne sont pas dans mes habitudes de regarder, ne serait-ce que des séries. Eh bien, je me rends compte que regarder une série, c'est nécessaire aujourd'hui pour l'écriture, pour s'adapter justement à un esprit. Quand j'ai une fille qui a 20 ans, elle regarde énormément les séries et on discute beaucoup à travers ces séries, à travers ce qu'elle repère dans la structure des séries, dans le message qui est adressé aux séries. Voilà. Ce côté finalement, on peut le dire, rapide, instantané de la série aussi. Oui. Et puis ces possibilités qui sont... par rapport au cinéma multiple, puisque finalement c'est sur une dizaine, quinzaine d'épisodes et ça permet de pouvoir développer plus de thématiques, et je pense que c'est peut-être ce côté-là qui plaît aujourd'hui aux jeunes, aux enfants, ce champ des possibles qui s'est ouvert. Oui, et en même temps, ce que je lui en disais, c'est que quand elle me raconte une des séries phares du moment, je lui disais, mais finalement, c'est la mythologie grecque. La personne n'a fait que reproduire la mythologie grecque à sauce du 21e siècle. Et je trouve que ce qui fonctionne aussi très bien, ce qui passionne et ça c'est extraordinaire, c'est-à-dire que de découvrir que finalement ces adolescents sont passionnés par la mythologie grecque, mais complètement revisités. Et ça, évidemment, on parlera de philosophie dès demain, votre compagnie, Dominique Même. Merci Michel, à demain, au revoir.
Bonjour, bienvenue dans Imprime. Nous sommes mercredi, nous sommes sur Alta Frequenza, toujours en compagnie de Michel Lalal-Volterra. Bonjour Michel. Bonjour. Et en compagnie de Dominique Même, qui est sur le grill cette semaine, notre compagnie, qui est écrivain. Bonjour. Bonjour. On va parler de votre métier avec Michel. Alors, métier, oui, mais vous en avez plusieurs en fait. Donc vous avez un jeu de cartes carrément entre les mains. C'est quoi votre métier ? Mon métier, aujourd'hui, c'est romancière, animatrice d'atelier d'écriture. Et puis tout ce que vous avez été depuis votre Et puis voilà, jeunesse. Étudiante, hôtesse de l'air, auparavant, voilà. C'est un peu tout ça. Et c'est toujours dans le contexte de la passion. Toujours. Alors, quelqu'un m'a dit dernièrement, si on fait un test sur ta personnalité, tu fais partie des personnes inspirantes. J'ai trouvé ça assez plaisant. Je crois que très tôt, j'ai eu cette urgence à vivre. Et très tôt, j'ai senti que finalement, le compte était assez rapide. Le compte des ans était assez rapide. Et qu'il fallait faire, en tout cas, tout ce qu'on pouvait, tout ce qui était dans notre possibilité de faire, il fallait le vivre. Est-ce que c'est justement peut-être lié aussi à l'enfance Corté, donc dans une ville enserrée finalement par les montagnes. Oui. Donc peut-être ce temps justement qui semble parfois s'arrêter, cet enfermement parfois que vous décriviez aussi un petit peu, qui rappelle l'enfermement par exemple de ces femmes corses à la Marie Souzine. Donc cette urgence à vivre, elle n'est pas justement peut-être de cette enfance et puis de cette Corse qui n'est pas la Corse que l'on connaît aussi aujourd'hui. C'est juste, je crois qu'aujourd'hui, les jeunes femmes n'ont plus du tout cette même approche de la vie, parce que, je suis aussi issue d'un milieu modeste, donc j'avais aussi un désir féroce de vivre. Et avec la perte très jeune de mon père, qui fait que finalement on est confronté à des choses qui ne sont pas des choses de l'enfance, qui vous projettent très vite dans l'âge adulte. Et j'ai presque envie de vous dire que c'est une chance dans un certain sens, puisque c'est une chance de réaliser très tôt qu'il faut vivre et qu'il y a urgence à s'adonner à ses passions, à s'adonner aux autres aussi. Et enfin, moi, c'est ce qui me fait vivre, en tout cas. Et aujourd'hui, vous auriez envie de faire un autre métier ? Oui, quelque chose vous intéresse ? J'y pense quelquefois. Par exemple, eh bien, je suis intéressée parce que, en fait, à Corté, j'ai un terrain. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans la botanique aujourd'hui, notamment avec les huiles essentielles, et j'ai un intérêt, voilà, pour l'instant qui est assez faible, dans le sens où je travaille pas en ce sens-là, mais je serais assez intéressée par étudier la botanique et notamment en Corse, les espèces endémiques, voilà. On revient à votre travail, à votre offre, puisque il y a ce côté cultiver votre jardin. Moi, je pense au potager. Ah oui, oui, c'est inconscient. Et aux petits légumes, c'est inconscient, c'est ça. C'est un effrayant. Retour à la terre. Vous leur avez donné vie. Retour en terre, oui. Il y a un très beau livre de Jim Harrison qui s'appelle Retour en terre. Et c'est fou de le réaliser à la radio. Passer sur notre divan, allez, c'est ça. Voilà, ça pourrait être le divan de Lisa, l'émission. Et de Michel. En tout cas, voilà, ce rapport à la terre, on en a parlé déjà lors de la première émission. Il est constant, finalement, il revient aussi bien dans votre travail d'écriture et peut-être dans vos envies, comme vous venez de l'évoquer. Oui, il est constant et il est essentiel. Un temps, j'ai cru, quand j'étais étudiante, que c'était quelque chose qui m'était complètement étranger. En tout cas, j'avais ce sentiment-là. Et en fait, c'est complètement...
faux, puisque effectivement, comme vous dites, il y a cette idée de retour en terre, il y a cette idée d'émotion à chaque fois que j'entends des groupes comme Avileta, etc. Donc indéniablement, il y a un attachement, il y a cet atavisme, j'ai envie de dire. Et alors, on arrive à quoi? On fait pousser? Et alors, on fait pousser des livres, on fait pousser peut-être des plantes, peut-être qu'on écrira un livre autour des plantes, un roman. Voilà. Un roman. Il y a peut-être une idée aussi dans ce sens-là. Il y a quand même ce guide qui est consacré à la Corse. Donc là, je découvre à travers toutes mes recherches, déjà, je découvre beaucoup de personnes, de personnalités corses qui sont spécialisées dans leur domaine, que ce soit en archéologie, en histoire, justement en botanique, des personnes passionnées et qui me transmettent une mémoire des lieux, une mémoire géographique, historique. Donc il y a aussi, vous voyez, finalement, c'est vrai que c'est une boucle. Et des thématiques qu'on retrouvera demain. Le suspense reste entier puisqu'on se donne rendez-vous demain en compagnie de Michel et évidemment en compagnie de Dominique même. Et à demain. Au revoir. Bonjour, bienvenue dans Imprima. Nous sommes jeudi pour cette avant-dernière émission de la semaine en compagnie de Michel Halal-Volterra. Bonjour Michel. Bonjour. Et de Dominique même. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes écrivain, vous passez cette semaine en notre compagnie. Je rappelle évidemment que l'ensemble des émissions est disponible sur le www.alta-frequenza.court, en vidéo et en podcast. Hier, on a parlé de culture, non pas des légumes, mais de culture au sens général, et de tradition. Et c'est un petit peu les thématiques qu'on a envie d'évoquer aujourd'hui avec vous, n'est-ce pas Michel? Alors, tradition corse, comme on disait ces derniers jours. Et cette tradition corse est allée traverser les mers, traverser les terres avec vous. Et est-ce que vous êtes une ambassadrice de la tradition corse? Bien, je ne sais pas si je suis une ambassadrice de la tradition corse, mais j'accepte volontiers de l'être. Je ne sais pas, je suis juste voilà, une romancière corse qui essaie de travailler son écriture, d'être évidemment en lien avec cette terre, mais c'était, comme je vous disais, pour moi c'est une évidence. Moi je connais le corse, je sais le parler, bien que j'ai perdu beaucoup de mots parce que mon père et ma mère parlaient corse entre eux, donc évidemment je le comprends parfaitement. J'ai des cousins germains qui le parlent parfaitement. Moi c'est vrai que je le parle souvent, je dis c'était la langue du secret entre mes sœurs et moi. Quand on ne voulait pas que les autres comprennent, on se parlait en corse. Ça l'est un peu moins aujourd'hui. On parle corse ensemble naturellement, mais c'est vrai que je suis toujours assez pudique parce que j'ai toujours un peu peur de me tromper, de faire des erreurs. Mais c'est toujours un grand plaisir de rencontrer des gens comme Patrick Roge qui a écrit beaucoup de chansons pour les groupes et qui me dit mais non, mais il faut oser, il faut se tromper. Voilà. C'est cette pudeur des femmes aussi, hein, cette difficulté à justement parler le corse pour les femmes de cette génération. Je ne parle pas évidemment des grands-mères corses, mais il y a eu une génération de femmes finalement qui ont eu peut-être une pudeur à s'exprimer en langue corse, puisque c'était un petit peu la langue des hommes dans un espace parfois de sociabilisation comme le bar du village, la partie de cartes, etc. C'est juste. Il y a une période où les femmes n'étaient pas conviées, ça a changé depuis, mais... Non, mais je crois aussi c'est qu'en famille, les parents parlaient entre eux corse, mais ne s'adressaient aux enfants en français uniquement. C'est-à-dire que moi, mon père s'adressait à moi en français, ma mère s'adressait à moi en français. Le corse, c'était vraiment une langue de l'intimité, j'ai envie de dire du couple, d'une certaine intimité, et auquel nous, enfants, nous n'avions pas accès. Ou en tout cas, cette intimité nous était refusée. Et aujourd'hui, ça a vraiment beaucoup changé. C'est vrai que ça s'est complètement transformé et c'est tant mieux.
Et ça s'est transformé, je pense aussi, grâce à la musique, grâce aux chants corses qui ont permis que d'autres finalement osent parler leur langue et osent aussi s'adresser à d'autres. Mais quand vous êtes à Marseille ou à Paris, par exemple, est-ce que vous allez dans des restaurants corses par besoin, par envie, parce que la nourriture, les odeurs de votre enfance, tout ce qui habite un peu un individu, est-ce que ça vous oblige pas à aller quand même retrouver un milieu corse qu'on trouve partout maintenant sur la planète, hein? Alors pas du tout, c'est l'inverse, parce que comme je l'ai en moi, la Corse, je n'ai pas besoin de la retrouver sur le continent. Quand je vais sur le continent, que je suis dans un pays étranger, à l'inverse, j'ai envie de découvrir la culture de l'autre, j'ai envie de manger, si je suis dans le Périgord, j'ai envie de manger du foie gras, bien que maintenant je suis beaucoup plus du côté des végétariens, mais bon, quand j'ai été dans le Périgord, j'ai mangé du foie gras, enfin je suis en tout cas je vais plutôt vers l'autre. Je ne recherche pas ma propre culture, puisque ma propre culture, elle est en moi. Je n'ai pas besoin, je ne suis pas en quête d'elle à l'extérieur. Bien sûr qu'à l'extérieur, je me sens plus corse que dans certaines régions. Je réalise qu'on a vraiment une identité très forte, mais je n'ai pas besoin, parce que cette identité, je l'ai en moi. Ce n'est pas un complexe, c'est quelque chose que j'ai envie de dire que je trimballe naturellement. Donc non, si je vais à Paris, j'ai davantage envie d'aller à la rue Sainte-Anne manger chez un Coréen. Vous voyez. Merci beaucoup Dominique, on se retrouve demain en votre compagnie pour notre dernière émission de la semaine, et aussi en compagnie évidemment de Michel pour demain. Allez, au revoir. Bonjour, bienvenue dans Imprima, nouvelle mouture de rentrée en compagnie de Michel Lalvolterra. Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour Dominique même. Bonjour. Vous avez été torturé tout au long de la semaine par Michel et moi-même. Je ne sais pas si c'était une torture, mais en tout cas c'était une fort agréable conversation qu'on poursuit aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on a envie de parler d'avenir. Alors l'avenir, c'est un vaste sujet, ça peut être source d'inquiétude, il peut être source d'optimisme, tout dépend de la personnalité. Est-ce que vous voyez toujours le verre à moitié plein ou à moitié vide? J'essaie de voir le verre à moitié plein et je pense à l'avenir, il y a beaucoup de choses à faire. Je crois que toutes les époques ont vécu des choses terribles, et il ne faut pas uniquement se fixer sur ces terreurs. Je crois qu'il faut, à l'inverse, essayer de construire un monde pour nos enfants qui soit plus éthique, plus éthique, j'ai envie de dire. Donc vous n'êtes pas finalement de cette mouvance des théories de fin du monde, de ces textes catastrophiques. Et puis aujourd'hui, on a aussi, on est abreuvé d'informations de ce type sur, dans 50 ans, la disparition de multiples espèces, le réchauffement climatique, qui sont des réalités certes, mais comment vous les envisagez en fait, ces problématiques et puis c'est ce discours ambiant finalement qui est assez anxiogène. Oui, c'est anxiogène, donc il ne faut justement pas se laisser envahir par ce discours. Il faut, à l'inverse, il faut s'engager pour vous parler du réchauffement climatique, pour justement essayer d'aller à contrario participer à des manifestations, essayer de voir ce que nous, à notre petite échelle, nous pouvons faire, parce que nous pouvons faire plein de choses. J'ai vu dernièrement que la Corse, dans le traitement des déchets, nous avons fait un progrès extraordinaire dans le recyclage, parce que les communes ont été vraiment informées, et que chacun d'entre nous s'est dit, bon, plutôt que
l'enfouissement des déchets, il faut qu'on prenne, c'est notre île, il faut qu'on prenne les choses à leur juste mesure. Et à notre mesure, oui, on peut trier nos déchets, on peut faire des choses. Je crois que de tout temps, il y a des personnes qui vont essayer d'être dans l'action. Et d'un autre côté, des personnes qui vont crier au diable, qui vont alerter, évoquer des scénarios les plus catastrophiques et qui finalement ne sont pas tant dans l'action que ça. Oui, mais l'avenir, on parlait des enfants l'autre jour, vous pensez que ces enfants ont le même espoir de vie malgré les évolutions technologiques, malgré le progrès de la science, malgré le progrès de la médecine? Est-ce que vous êtes une sorte de cigale ou est-ce que vous pensez que, finalement, tant pis, c'est le destin et on va essayer de vivre jusqu'au bout? Non, quand je vous entends, j'ai l'impression que vous me dites « après moi le déluge ». Pas du tout, c'est pas du tout ce que je vous ai dit. Plutôt, nous pouvons avoir des actions qui vont justement engendrer un avenir meilleur pour nos enfants. Je crois que, évidemment, nous avons ces avancées technologiques. Je crois que de tout temps, quand il y a eu la révolution industrielle, il y avait des enfants qui travaillaient dans les usines. Dès qu'ils étaient sur pied, en Angleterre par exemple, ils étaient dans les manufactures. Et donc aujourd'hui, ça existe encore dans certains pays comme l'Inde, mais ça n'existe plus en Europe, en tout cas. Donc vous voyez qu'on peut encore se réjouir. Et je crois que les adolescents d'aujourd'hui, tout ce qui est écologique, ils sont nés avec cette pensée écologique. Qu'est-ce qui vous donne finalement aujourd'hui foi en l'homme ? Moi, ce que je crois, c'est que l'être humain, je ne suis pas béate d'optimisme, mais je pense que le meilleur côtoie le pire et que vous avez des personnes... il y a des choses terribles qui se passent, il y a de la violence dans notre société, c'est un fait, mais à côté de ça, il y a des artistes, il y a des choses des personnes qui inventent, qui créent de nouvelles possibilités, pour des peuples en difficulté. Je crois qu'on peut aussi se tourner vers ce qui se fait et vers ce que nous pouvons faire. Voilà. Merci Dominique, en tout cas on a bien compris que vous croyez au beau, que vous croyez à l'art et c'est sur cette note positive qu'on va se quitter cette semaine. Nous Michel, on va se retrouver la semaine prochaine. La prochaine fois. Et merci Dominique de votre présence. Merci à vous.